Harley Ray Williams est née le 24 septembre 2015 dans l'État de l'Oklahoma. Ses parents étaient Ivan Williams et Shelby Love. Harley avait les cheveux courts et roux, un sourire doux et des yeux bleus. C'est ainsi que la décrivait Shoria Good, une femme qui travaillait avec la fillette à la crèche. Selon elle, Harley avait toujours été joyeuse et affectueuse, littéralement l'enfant la plus heureuse de toutes celles qu'elle connaissait. La petite fille souriait tout le temps, ne causait aucun souci et était aimée de tous. Les éducateurs se souvenaient également de Harley comme d'une enfant libre et pleine d'énergie. Elle adorait aller à la plage et passer du temps en plein air. Sur l'une des photos publiées par la famille sur Internet, Harley se tient sur le rivage sablonneux avec les vagues en arrière-plan. Elle porte une robe bleue ornée de boutons roses et sourit directement à l'appareil photo. La relation entre Shelby et Ivan était compliquée. Ils se sont mariés vers 2013, mais n'ont pas vécu longtemps ensemble. 3 ans plus tard, leur mariage a pris fin et, après la naissance de Harley, en août 2016, ils ne vivaient déjà plus ensemble. Plus tard, Shelby a saisi la justice et obtenu une ordonnance de protection, affirmant qu'Ivan lui avait causé du tort. En septembre, un mois après le prononcé de la décision, Ivan a enfreint cette interdiction en passant devant le lieu de travail de Shelby. À peu près au même moment, le divorce a été prononcé et le tribunal a accordé à Shelby la garde exclusive de Harley. De son côté, Ivan n'a été autorisé à voir sa fille qu'à condition de suivre des cours obligatoires sur l'éducation des enfants. Il ne les a jamais suivis jusqu'à leur terme, mais cela n'a bientôt plus eu d'importance. Selon la loi, malgré la garde exclusive, Shelby était tenue d'informer Ivan de son intention de quitter l'État de l'Oklahoma. Au lieu de cela, elle a tout simplement disparu. Finalement, Ivan et sa famille ont commencé à rechercher Harley par leurs propres moyens. Au début de l'année 2018, Shelby s'était déjà installée en Virginie. Elle vivait avec Harley dans le complexe résidentiel Sandy Beach Towers, situé dans le quartier d'East Ocean View, dans la ville de Norfolk. Shelby affirmait avoir quitté l'Oklahoma pour échapper à des violences domestiques. Cependant, elle s'est rapidement engagée dans une nouvelle relation, encore plus dangereuse, avec un homme nommé John Tucker Hardy. John avait 3 enfants, mais il n'avait le droit d'en voir aucun. Il lui était, de manière générale, interdit d'entrer en contact avec des mineurs, car il était alors en période de probation pour des faits de violence domestique et de maltraitance. En 2011, John était en couple avec une femme nommée Jacine Coates. Elle était enceinte de 14 semaines lorsqu'une dispute a éclaté entre eux. John avait l'intention de partir en week-end avec des amis, mais Jacine, indignée par ses projets, lui a demandé de partir. Au cours de la dispute, John a lancé son téléphone portable en direction de son ventre, l'atteignant de plein fouet. Il a déclaré par la suite que c'était exactement ce qu'il avait voulu faire dès le départ. Après cet incident, Jacine a obtenu une ordonnance de protection, mais celle-ci n'a été valable que quelques mois. Après la naissance de l'enfant, John a conservé un droit de garde. Peu après, une de ses connaissances s'est adressée à la police et au service de protection de l'enfance. Elle a rapporté que John l'avait étranglé et avait laissé son fils de 14 mois seul. Par la suite, elle a confié l'enfant au service de protection de l'enfance. L'examen a révélé que le garçon était déshydraté et négligé. Il pouvait s'asseoir et ramper, mais ne savait pas encore marcher. De plus, l'enfant présentait des signes de malnutrition, et les enquêteurs ont conclu qu'il se trouvait dans un état d'épuisement physique extrême et qu'il avait été privé de soins médicaux pendant une longue période. Il avait été examiné par un médecin pour la dernière fois alors qu'il n'avait que 6 mois. Depuis, il avait manqué plusieurs visites médicales obligatoires. Le garçon ne prenait pas de poids, ne grandissait pas comme il aurait dû et semblait présenter un retard de développement. La compagne de John a déclaré aux enquêteurs qu'elle l'avait vu tenir son fils par le cou d'une seule main. Elle a également indiqué qu'il laissait souvent le garçon seul à la maison lorsqu'il sortait, en raison des ecchymoses visibles sur son corps. Pour corroborer ses dires, elle a transmis aux enquêteurs un message que John lui avait envoyé via une application de messagerie. Il y affirmait que, si l'enfant n'arrêtait pas de pleurer, il ne pourrait plus se contrôler. Les médecins de l'hôpital pédiatrique de Norfolk ont examiné le garçon et constaté des dizaines de blessures, dont beaucoup étaient extrêmement graves. Par exemple, on lui a diagnostiqué une fracture étendue du crâne, accompagnée d'un œdème du cuir chevelu. Les médecins ont immédiatement souligné qu'une telle blessure ne pouvait pas résulter d'un accident. Le rapport indiquait que le coup avait été porté intentionnellement.
Les fractures situées à l'arrière du crâne et les lésions traversant les sutures crâniennes nécessitent l'application d'une force considérable. En d'autres termes, un enfant qui ne savait pas encore marcher ne pouvait physiquement pas s'infliger une telle blessure par lui-même. Cela ne pouvait pas non plus résulter d'une chute mineure, par exemple depuis un canapé. Il s'agissait d'un coup violent et délibéré porté à la tête. De plus, les médecins ont découvert des fractures vertébrales au niveau de la colonne thoracique. Ils ont expliqué que de telles blessures surviennent généralement lorsqu'un enfant est brusquement et violemment mis en position assise, ce qui entraîne une compression de la colonne vertébrale. De telles lésions ne guérissent jamais complètement et entraînent un retard de croissance permanent, avec lequel la personne doit vivre toute sa vie. Le tibia droit du garçon était également fracturé et en cours de consolidation. Il ne pouvait pas s'appuyer sur cette jambe, et les médecins ont estimé que c'était précisément cette blessure qui avait pu l'empêcher d'apprendre à marcher. Outre les fractures, de nombreuses contusions ont été constatées. Son visage présentait de multiples ecchymoses, dont 2 contusions arrondies de part et d'autre de la mâchoire. Ces marques correspondaient au récit de l'ami de John, qui affirmait qu'il avait saisi son fils par le cou. Des ecchymoses étaient également présentes sur les 2 joues, à l'extrémité du nez, sous la lèvre inférieure et sur l'oreille droite. Les médecins ont relevé d'autres lésions sur l'épaule droite, le dos et l'abdomen de l'enfant. De plus, une ecchymose a été détectée au niveau de la glande surrénale, un organe situé profondément dans le corps. Les médecins ont expliqué que de telles lésions sont extrêmement rares et ne sont généralement observées que chez des enfants victimes d'accidents de voiture graves. Ils ont souligné qu'une atteinte de la glande surrénale nécessite l'application d'une force bien supérieure à celle pouvant être associée à un jeu normal ou même à des méthodes éducatives brutales. Le rapport indiquait également que les jambes de l'enfant étaient d'un rouge vif jusqu'aux chevilles, sans que les médecins puissent en expliquer la cause. Malgré cela, les spécialistes ont conclu que l'ensemble des lésions décrites ne pouvaient pas avoir été causées accidentellement par l'enfant. Après avoir analysé toutes les lésions, les médecins ont conclu sans équivoque qu'il avait été victime de maltraitance systématique. Au cours de l'enquête qui a suivi, la police a fait appel à la compagne de John afin de mener une opération téléphonique destinée à obtenir ses aveux. Lors de cette conversation enregistrée, John a reconnu avoir caché son fils. Il a également déclaré l'avoir frappé au visage parce qu'il tentait de manger de la nourriture pour chien. Par la suite, John a plaidé coupable d'étranglement, de manquement à ses obligations parentales et de violence. Il a été condamné à 15 ans d'emprisonnement, dont 12 assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve. En pratique, cela signifiait qu'il a été libéré très rapidement. Comme indiqué précédemment, l'une des conditions de sa libération anticipée était l'interdiction totale de tout contact avec des mineurs. Compte tenu du temps passé en détention provisoire avant le prononcé de la peine et de son profil jugé favorable, John a été libéré dès le début de l'année 2016. Au lieu de résider à l'adresse indiquée dans les documents transmis à l'agent de probation, il s'est installé dans une maison où vivaient 3 enfants. Cela constituait une violation flagrante des conditions de sa libération, mais cela n'a entraîné aucune conséquence pour lui, pour des raisons qui sont restées inexpliquées. En mai, le juge a confirmé le maintien de sa peine avec sursis jusqu'en 2029, sans ordonner son retour en détention. En décembre 2017, John est parvenu à convaincre une autre femme d'entamer une relation avec lui. Cependant, elle l'a rapidement quitté. Le lendemain, il s'est présenté chez elle. La femme l'a averti qu'elle appellerait la police s'il ne partait pas. Bien que John ait insisté pour discuter, elle a refusé et a tenté de fermer la porte. Finalement, il l'a poussée à l'intérieur, puis l'a saisie par le cou. Lorsque la femme a répété qu'elle allait appeler la police, John lui a dit de le faire, puis l'a frappée au visage. Finalement, la police est intervenue et la femme a porté plainte contre lui. Le même mois, John a fait la connaissance de Shelby. On ignore s'il attendait de rompre avec la femme précédente ou s'il entretenait les 2 relations en parallèle, mais au cours des premiers mois de l'année 2018, lui et Shelby se sont rapidement rapprochés. 2 mois seulement après leur rencontre, John a emménagé chez Shelby et sa fille de 2 ans, Harley. Il se retrouvait ainsi de nouveau en présence d'un enfant avec lequel il pouvait rester seul. 2 mois après son emménagement, Shelby a de nouveau laissé Harley seule avec John pour aller travailler. Ce jour-là, plus précisément dans l'après-midi, quelque chose d'horrible s'est produit dans l'appartement. À 16h29, John a envoyé un message à Shelby dans lequel il indiquait qu'il allait retourner en prison. À 16h41,
il a envoyé un autre message lui demandant de rentrer à la maison le plus rapidement possible. Lorsque Shelby est revenu, John lui a confié Harley et l'a supplié de ne pas le quitter. Par la suite, John a affirmé que Harley s'était accidentellement brûlée avec de l'eau chaude dans la salle de bain. Selon sa version, il l'a préparée pour le bain et s'était absenté quelques secondes seulement, durant lesquelles l'accident se serait produit. Il a également affirmé que Shelby avait estimé que les brûlures n'étaient pas trop graves et qu'il n'avait donc pas sollicité d'aide médicale. Au lieu de cela, ils ont tenté de soigner la fillette à la maison. Shelby a envoyé John à la pharmacie pour acheter des médicaments, tandis qu'elle restait avec Harley. Ils ont imbibé des chiffons de vinaigre de cidre et les ont appliqués sur les brûlures. Ils ont également administré du Tylenol et du Pédilite à l'enfant, ainsi qu'appliqué de la vaseline et des crèmes pour brûlures à base de lidocaïne. Plus tard, Shelby a donné une autre version des faits. Elle a affirmé avoir immédiatement compris la gravité des brûlures et avoir voulu appeler les secours. Cependant, selon elle, John, craignant d'être à nouveau arrêté, lui a pris son téléphone et l'a empêché de passer l'appel. Le soir même, 2 messages ont été envoyés depuis le téléphone de Shelby, sans qu'il ait été possible de déterminer qui les avait rédigés. Les 2 messages étaient adressés à l'un de ses amis. L'un d'eux indiquait que Harley s'était aspergée d'eau bouillante, mais qu'elle avait été examinée par un médecin, ce qui était faux. Le second message indiquait que les blessures avaient été infligées dans un refuge pour victimes de violences domestiques et non dans l'appartement. Vers 3h30 du matin le lendemain, soit environ 11 heures après le premier message de Shelby, John a remarqué que Harley tremblait fortement, avait des difficultés à respirer et ne réagissait pas lorsqu'il tentait de la réveiller. Il a alors appelé les secours. La police et les ambulanciers sont arrivés rapidement. Lorsqu'ils sont entrés dans l'appartement, Harley s'est mise à convulser. Elle ne réagissait toutefois pas à ce qui se passait. Il était immédiatement évident qu'elle présentait des brûlures étendues, couvrant entre 30 et 50% de la surface de son corps. Les secouristes ont constaté que les lésions étaient si graves que la peau avait déjà commencé à se décoller. Outre ces brûlures, Harley présentait d'autres blessures, notamment un important hématome à l'arrière de la tête qui ne pouvait en aucun cas s'expliquer par l'effet de l'eau chaude. Peu après, la fillette a été transportée à l'hôpital. À ce moment-là, son état était critique. Peu après son admission aux urgences, Harley a été déclarée morte. Même après cela, John a continué à affirmer qu'il s'agissait d'un accident et en a imputé la responsabilité à un chauffe-eau défectueux. Plus tard, le décès de Harley a été annoncé à sa grand-mère maternelle, Lois Love. Par la suite, c'est à elle qu'a été officiellement reconnu le statut de plus proche parente. Le père de Harley, Ivan, qui n'avait pas revu sa fille depuis que Shelby l'avait emmenée hors de l'État, n'a appris son décès qu'une semaine après l'audience. Quant à John et Shelby, ils ont été arrêtés le jour du décès de Harley. Lors de la première audience relative à la mise en liberté sous caution, la juge a déclaré avoir été bouleversée en voyant les photographies des brûlures. Elle a qualifié les faits d'horribles et a refusé la libération sous caution aux 2 accusés. Ils ont ensuite été placés à la prison municipale de Norfolk, mais environ 1 mois plus tard, John a été transféré à la prison régionale de Hampton Roads sur ordre du shérif. Dans un premier temps, John et Shelby ont été inculpés de maltraitance aggravée et de négligence. Cependant, en novembre 2018, les chefs d'accusation ont été requalifiés en meurtre avec circonstances aggravantes pour tous les 2. Les experts médico-légaux ont conclu que Harley aurait pu survivre si elle avait reçu des soins médicaux à temps. John a également été inculpé de chefs d'accusation supplémentaires, notamment d'homicide involontaire et de 2 chefs de coups et blessures volontaires graves. En février 2019, les avocats de Shelby ont déposé une requête annonçant leur intention de démontrer qu'elle souffrait du syndrome de la femme battue. En d'autres termes, la défense a soutenu que la peur qu'elle éprouvait à l'égard de John l'avait empêchée de solliciter une aide médicale pour sa fille. Selon eux, il représentait une menace réelle pour sa vie. La requête indiquait également que Shelby avait déjà subi plusieurs traumatismes, dont 2 épisodes de violence domestique. Les avocats ont insisté sur le fait que cette expérience avait influencé sa décision de rester dans une relation avec John, au sein de laquelle elle subissait des pressions à la fois physiques et psychologiques. Malgré cela, l'affaire concernant Shelby n'a jamais donné lieu à un procès en bonne et due forme. Le 28 octobre 2020, elle a plaidé coupable de meurtre avec circonstances aggravantes et de manquement à ses obligations parentales. Dans le cadre d'un accord conclu avec le parquet, Shelby a accepté de témoigner contre John lors de son procès. Entre-temps,
John a déposé plusieurs plaintes contre la ville de Norfolk, le shérif, les procureurs de l'État et pratiquement tous les fonctionnaires qu'il a pu identifier. Le principal motif invoqué concernait son transfert à la prison régionale de Hampton Roads. Cependant, le tribunal a estimé qu'il ne disposait d'aucun droit constitutionnel lui permettant de choisir son lieu de détention et a rejeté la plainte comme non fondée. Par la suite, John a déposé une autre plainte, affirmant qu'une partie de son courrier avait été ouverte illégalement, mais cette affaire a également été classée sans suite. En juillet 2022, le procès pour le meurtre de Harley a débuté. John a renoncé à un procès devant jury et a opté pour un jugement rendu par un juge. C'est donc le juge John Doyle qui devait se prononcer sur sa culpabilité. L'un des procureurs, Ramin Fateh, a déclaré que le crime commis contre cette petite fille était l'un des plus graves qu'il ait jamais eu à traiter, et qu'il ressentait une profonde douleur en évoquant le sort de Harley. Conformément aux termes de l'accord de plaidoyer, Shelby a témoigné devant le tribunal. Elle a déclaré avoir vécu avec John pendant environ 2 mois et lui avoir régulièrement confié Harley pendant qu'elle travaillait. Shelby a confirmé que John se trouvait seul avec sa fille au moment où la fillette a été brûlée. La procureure adjointe de l'État, Jill Harris, a détaillé devant le tribunal la condamnation antérieure de John en 2014. Elle a souligné qu'au moment du décès de Harley, John était toujours en période de probation pour cette affaire, ce qui signifiait qu'il lui était interdit de se trouver en présence d'enfants et qu'il n'aurait en aucun cas dû en avoir la garde. Les procureurs ont également présenté les conclusions d'experts ayant expliqué les résultats de l'autopsie de Harley. Outre de graves brûlures couvrant une grande partie de son corps, de nombreuses blessures causées par des coups portés avec des objets contondants ont été relevées. Harley n'a pas seulement subi des brûlures, elle a également été battue. Il a été constaté chez elle une contusion importante à l'arrière de la tête d'environ 18 cm, de graves ecchymoses sur la poitrine et l'oreille, une importante contusion au niveau de l'abdomen, ainsi qu'une lésion interne de l'intestin grêle. Les experts ont clairement indiqué que la nature de ces lésions correspondait à des actes de maltraitance. De plus, la procureure a attiré l'attention du tribunal sur le fait que de nombreuses blessures de Harley présentaient de fortes similitudes avec celles que le fils de John avait subies auparavant. Chez ce dernier, on avait également relevé des ecchymoses à l'arrière de la tête et à l'oreille, ainsi que des lésions pulmonaires et des hémorragies internes. Un pédiatre spécialisé dans la détection des cas de maltraitance a témoigné que les brûlures de Harley correspondaient parfaitement à des lésions causées par une immersion dans de l'eau très chaude. Il a également souligné l'absence de traces d'éclaboussures, lesquelles auraient inévitablement été présentes si l'enfant avait bougé dans l'eau. Dans l'ensemble, la nature des blessures indiquait que Harley était restée immobile dans la baignoire, ce qui contredisait totalement la version de John. Associé aux nombreux hématomes présents sur son corps, cet élément rendait plausible l'hypothèse selon laquelle Harley était soit inconsciente dans la baignoire, soit maintenue dans l'eau avec une force telle qu'elle ne pouvait pas bouger. Bien que cela n'ait pas été explicitement affirmé devant le tribunal, une question logique se posait. N'y avait-il pas eu un coup si violent à la tête que Harley avait perdu connaissance avant même d'être placé dans la baignoire? La cause officielle du décès a été attribuée à des complications liées à des brûlures, associées à de multiples ecchymoses sur le corps et à une contusion importante. Le 13 juillet 2022, le juge Doyle a déclaré John coupable de coups et blessures volontaires graves et d'homicide involontaire. Le tribunal s'apprêtait à prononcer la peine, mais John a déposé une requête afin d'obtenir la désignation d'un nouvel avocat, affirmant que son précédent défenseur n'avait pas assuré sa défense comme il se devait. Il a notamment soutenu que son avocat n'avait pas fait appel à un expert qui aurait pu témoigner au sujet du chauffe-eau prétendument défectueux dans l'appartement. Le nouvel avocat de John a eu besoin de temps pour étudier le dossier, et le prononcé de la peine a été reporté. Le 28 octobre 2022, John a accepté de donner un entretien à une chaîne de télévision locale affiliée au réseau ABC, directement depuis la prison. Lors de cet entretien, il a insisté à plusieurs reprises sur son innocence. Il a qualifié la mort de Harley de tragédie et a affirmé qu'il ne pouvait pas passer le reste de sa vie en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, selon ses dires. John a également nié avoir maltraité Shelby ou l'avoir intimidée. Il s'agissait de sa première prise de parole publique depuis le verdict de culpabilité. Le 26 mai 2023, le juge Doyle a condamné John Hardy à 45 ans d'emprisonnement. La peine comprenait 10 ans pour coups et blessures volontaires graves, 10 ans pour maltraitance et 25 ans pour homicide volontaire au 2e degré.
Cette peine s'est révélée supérieure de 6 ans à celle généralement prononcée dans les affaires d'homicide volontaire au deuxième degré, mais elle a néanmoins semblé insuffisante à beaucoup. Après sa libération, Hardy devra passer 10 ans sous surveillance. L'une des conditions de sa future libération est l'interdiction de tout contact avec des mineurs. Cela apparaît comme une cruelle ironie, puisqu'une condition identique était déjà en vigueur auparavant et avait été ouvertement violée, précisément à l'époque où Harley a trouvé la mort. Au moment du prononcé de la peine, Hardy avait 38 ans. Même s'il est libéré, ce ne sera qu'à un âge avancé. Il ne reste plus qu'à espérer que cette fois-ci, le contrôle de son isolement sera effectivement assuré. Quant à Shelby, elle a également été reconnue coupable en juin 2023 et condamnée à 15 ans d'emprisonnement pour son rôle dans le meurtre de Harley. Le père de la fillette, Ivan, et sa famille ont été anéantis par le chagrin lorsqu'ils ont appris sa mort. Sa sœur a raconté qu'Ivan ne pouvait ni manger ni dormir et qu'il était complètement brisé par ce qui s'était passé. Il aimait profondément sa fille, comme tous les membres de leur famille. Harley était aimée, et sa mort a laissé un vide impossible à combler. La douleur de la famille a été aggravée par un conflit entre Ivan et la grand-mère maternelle de Harley, Lois Love, concernant l'organisation des funérailles. Après que Lois eut été reconnue comme la parente la plus proche, Ivan a envoyé un courrier électronique au juge dans lequel il expliquait qu'il n'avait même pas été informé du décès de sa fille. Il a indiqué que Shelby n'avait à aucun moment contacté sa famille, ni informé celle-ci de ce qui s'était passé. Ivan n'a appris le décès de Harley que par des connaissances de Lois. Immédiatement après, il a contacté le bureau du médecin légiste afin de récupérer le corps de sa fille et d'organiser les funérailles. Ivan a également indiqué que Lois était intervenue à 3 reprises dans la procédure, en produisant des documents affirmant qu'elle détenait un droit prioritaire concernant la garde de la dépouille de Harley. Les responsables des pompes funèbres ont fait remarquer que la situation paraissait extrêmement suspecte. Il s'est avéré par la suite que Lois avait déposé une requête en vue d'une audience d'urgence concernant la garde de la dépouille de Harley. Ivan a également saisi la justice afin de déterminer s'il était possible de contester cette décision. Dans sa lettre, il soulignait que sa famille avait recherché Harley pendant plus d'1 an après que sa mère l'eut emmenée et se fut enfuie. Toute cette situation a rendu les événements encore plus douloureux. Ivan expliquait que son seul souhait était d'enterrer sa fille dignement. Les 2 familles souhaitaient que Harley soit ramenée en Oklahoma, où résident la plupart de ses proches, mais elles ne sont pas parvenues à se mettre immédiatement d'accord sur ce qui devait se passer après l'arrivée du corps dans cet état. Ivan souhaitait conserver une mèche de cheveux de sa fille, la faire incinérer et déposer ses cendres dans le caveau familial afin que les demi-sœurs de Harley et d'autres proches puissent lui rendre visite. Lois Love, quant à elle, insistait pour un enterrement traditionnel, même si elle ne prévoyait pas de cérémonie publique. Finalement, Harley a été inhumée au cimetière Fallon, à Chickasha, dans l'État de l'Oklahoma. Il semble que les parties soient parvenues à un compromis. Sur la pierre tombale de Harley ont été gravés les mots « Harley Ray, fille, sœur et petite-fille bien-aimée des Williams », ainsi que des images de fleurs, de coquillages et de vagues déferlant sur le rivage, en souvenir de ce que la petite Harley aimait par-dessus tout. Par un matin glacial de février, le service d'urgence 911 reçoit un appel. Au bout du fil, une jeune fille de 17 ans. Sa voix est tremblante. Chaque mot semble peser une tonne. Elle annonce que sa mère et son beau-père ont été retrouvés morts, abattus dans leur propre lit. Quelques semaines plus tard, la même jeune fille, Sarah Grace Patrick, se tient devant leur cercueil. Les larmes coulent silencieusement sur son visage. Sa voix se brise, vacille, mais elle trouve malgré tout la force de prononcer ses adieux. Cette scène n'est pas seulement partagée par les proches et les voisins. Des milliers de personnes la regardent en direct sur Internet. À ce moment-là, tout laisse penser qu'il s'agit de l'histoire tragique d'une adolescente brisée qui vient de perdre ce qu'elle avait de plus précieux. Mais quelques mois plus tard, des menottes froides se referment sur ses poignets. Sarah devient la principale suspecte dans cette affaire de double meurtre. C'est l'histoire de Sarah Grace Patrick, une adolescente originaire de l'État de Géorgie, dont la vie, les moindres gestes en ligne, les larmes versées lors des funérailles et chaque mot publié sur les réseaux sociaux ont été scrutés avec une attention obsessionnelle par la police, les journalistes et des millions de personnes à travers le monde. Était-elle une fille en deuil ? Ou bien tout cela n'était-il qu'une mise en scène méticuleusement orchestrée ?
Sarah Grace Patrick vivait dans le comté de Carroll, en Géorgie, avec sa mère, Kristen Brock, et son beau-père, James Brock. Le couple, tous deux âgés d'un peu plus de 40 ans, était très impliqué dans la vie de la Catalyst Church de Carrollton. Amis et voisins les décrivaient comme des parents aimants et dévoués, élevant plusieurs enfants, dont Sarah elle-même et sa demi-sœur âgée de 6 ans. Après le divorce de ses parents, Sarah avait vécu quelque temps chez son père biologique, Daniel Patrick. Selon lui, les relations entre sa fille, sa mère et son beau-père étaient bonnes. Il affirme que Sarah les aimait sincèrement. Je ne peux pas dire qu'il y avait des problèmes à la maison. Bien sûr, ils avaient parfois leur propre méthode de punition, différente des miennes, mais je n'ai jamais rien remarqué d'alarmant, ajoute-t-il. Mais d'autres témoignages dressent un tableau plus nuancé. Certains proches et connaissances affirment que l'ambiance familiale n'était pas aussi paisible qu'elle en avait l'air. Sarah aurait eu des conflits répétés avec sa mère et son beau-père. Elle se sentait enfermée dans cette maison. Parallèlement, plusieurs membres de leur église affirmaient, au contraire, que le foyer semblait stable et chaleureux. Ces récits contradictoires n'ont fait qu'accentuer la fracture entre ceux qui soutenaient Sarah et ceux qui la considéraient comme coupable. Kristen et James Brock ont été retrouvés morts dans leur lit. Tous deux avaient été tués par balle, atteints de blessures mortelles. Dès leur arrivée sur les lieux, les enquêteurs ont relevé un détail troublant. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune porte forcée, aucune fenêtre brisée. Rien ne manquait. La maison était propre, rangée, presque figée dans une normalité apparente, comme si la vie y suivait son cours habituel. Et pourtant, un élément détonnait. Une porte était entr'ouverte. Un détail en apparence anodin, mais qui ne cadrait pas avec le reste de la scène. Un autre fait a suscité encore plus d'interrogations. Aucune arme n'a été retrouvée sur place. L'arme du crime avait disparu. Un double meurtre dans une chambre, une maison intacte, une porte entr'ouverte, aucune trace d'effraction, et pas la moindre trace de l'arme utilisée. Tous ces éléments ont conduit les enquêteurs à une conclusion glaçante. L'auteur du crime n'était sans doute pas un inconnu. Il connaissait les lieux. Les victimes lui faisaient confiance. Peut-être même vivait-il sous ce toit. Alors que les policiers inspectèrent les lieux, un léger sifflement régulier est venu briser le silence. C'était le bruit d'un dispositif médical. Une pompe implantée qui assistait le cœur de James Brock. Ce son ne laissait place à aucun doute. Le cœur avait définitivement cessé de battre. Plus tard, Sarah affirmera avoir entendu un signal similaire au cours de la nuit, sans y prêter attention. Mais la découverte la plus glaçante fut tout autre. Ce n'est pas Sarah qui a trouvé les corps de Kristen et James. C'est sa demi-sœur âgée de 6 ans qui est tombée sur la scène. Un détail en apparence anodin, mais en réalité terrifiant, qui a immédiatement semé le doute sur les premières déclarations de Sarah et soulevé de nouvelles questions chez les enquêteurs. Le malaise s'est encore accentué lors des funérailles. Un peu plus de 2 semaines après le drame, la communauté s'est réunie à l'église pour rendre un dernier hommage à Kristen et James Brock. Mais la cérémonie a soudainement pris une tournure inattendue, devenant un moment clé de cette affaire. Sarah Grace Patrick, 17 ans, monte à la chaire. Son discours n'est pas seulement entendu par les fidèles rassemblés dans l'église. Il est retransmis en direct sur Internet, et la vidéo se propage rapidement sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de millions de personnes. Elle porte une robe bleu clair. Son regard est fixe, son visage baigné de larmes. Sa voix tremble. Sarah remercie sa mère pour les petits gestes du quotidien, comme celui de lui brosser les cheveux le matin. Elle la décrit comme « imparfaite mais à moi ». Puis elle poursuit. « Je voulais juste te dire au revoir, maman, parce que nous n'en avons pas eu l'occasion. J'étais tellement convaincue que tu serais toujours là que je n'arrivais même pas à imaginer ta mort. » En s'adressant à son beau-père, elle ajoute « Merci pour toutes les leçons que tu m'as transmises et pour avoir été le meilleur deuxième père qui soit. Maintenant, ton cœur guérira au paradis, et aucun de vous ne souffrira plus. Cela m'apaise, mais ton combat n'aurait jamais dû se terminer ainsi. » Revenant à sa mère, elle conclut « Ce qui t'est arrivé ne définit pas la femme ni la mère que tu étais. Tu étais douce, reconnaissante et si forte. Tu m'as appris tant de choses sur la vie, certaines très récemment. » Ces paroles semblent empreintes de sincérité. Mais pour plusieurs proches, et surtout pour les enquêteurs présents dans la salle, quelque chose sonne faux. Une émotion étrange, comme contenue. Derrière les larmes, certains perçoivent une distance.
une manière de parler presque mécanique, comme si elle récitait un texte appris par cœur. Sarah conclut son discours par un simple « Je suis désolé ». Dans les semaines qui ont suivi les funérailles, Sarah Grace Patrick est réapparue sur Internet, notamment sur la plateforme TikTok. Au début, ses publications semblaient anodines. De courtes vidéos, le visage en larmes, une musique mélancolique, des légendes floues évoquant la perte et la solitude. Mais très vite, ces contenus ont pris une tournure plus inquiétante. Ils se sont transformés en une série de traces numériques troublantes. Les enquêteurs ont examiné de près son activité en ligne. Et ce qu'ils ont découvert allait bien au-delà de simples manifestations de chagrin. Ils parleront plus tard de « une montagne de preuves numériques ». L'ensemble de ces éléments n'a pas été divulgué dans son intégralité, mais plusieurs faits clés ont pu être vérifiés par des journalistes d'investigation. Dans un premier temps, Sarah se présentait comme une victime cherchant du soutien et de la justice. Elle écrivait à des blogueurs spécialisés dans les affaires criminelles, les incitant à s'intéresser au meurtre de ses parents. Dans l'un de ces échanges, elle aurait affirmé que leurs vidéos feraient exploser le nombre de vues et que son histoire ferait sensation. Plus tard, un auteur a publié des captures d'écran censées confirmer une correspondance avec elle dès le mois de mai, soit plusieurs mois avant son arrestation. Un autre blogueur, resté anonyme, a déclaré avoir reçu un message dans lequel Sarah écrivait « J'ai vraiment besoin de ma mère en ce moment, je n'y arrive pas du tout ». Mais derrière cette façade publique de fille endeuillée, les enquêteurs ont perçu quelque chose de plus sombre. Ils ont retrouvé sur son téléphone et son ordinateur des recherches supprimées. Leur contenu exact n'a pas été révélé officiellement, mais les allusions étaient suffisamment claires. Violence, armes à feu, moyens de dissimuler des preuves. Ces éléments ont peu à peu dessiné, aux yeux des enquêteurs, un portrait radicalement différent. Non plus celui d'une adolescente bouleversée en robe bleue lors des funérailles, mais celui d'une jeune fille froide et calculatrice qui utilisait les réseaux sociaux comme un instrument de manipulation, non pas pour exprimer sa douleur, mais pour détourner les soupçons et attirer l'attention, quitte à instrumentaliser la mort de ses propres parents. Après des mois d'observation, d'analyse approfondie des preuves et d'examen minutieux de ces traces numériques, le filet s'est finalement refermé autour de Sarah Grace Patrick. Le 8 juillet 2025, une avancée majeure a été annoncée dans le comté de Carroll. Le bureau du shérif, en collaboration avec le bureau d'enquête de Géorgie, a souligné l'ampleur et la complexité de l'affaire avant de délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre de Sarah Grace Patrick. Ce jour-là, les autorités ont officiellement confirmé son arrestation. La fille de 17 ans de Kristen Brock a été placée en détention et mise en examen pour plusieurs chefs d'accusation. 2 meurtres et 2 agressions aggravées, tous en lien avec la mort de sa mère et de son beau-père. Sous la pression de la justice, Sarah s'est présentée d'elle-même, accompagnée de son père biologique, à la prison du comté de Carroll. Ce moment a marqué un tournant décisif dans l'enquête. Elle a été formellement inculpée de 2 meurtres commis avec une cruauté particulière, de 2 meurtres perpétrés dans le cadre d'un crime grave, ainsi que de 2 agressions avec circonstances aggravantes. Malgré son jeune âge, le tribunal a décidé qu'elle serait jugée comme une adulte, une décision lourde de conséquences pour son avenir. Compte tenu du risque de fuite et de la dangerosité qu'elle est supposée représenter, la Cour a ordonné son placement en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution dans un centre spécialisé pour mineurs. Lors d'une conférence de presse, les représentants du bureau du shérif se sont adressés aux journalistes, ainsi qu'à une opinion publique de plus en plus inquiète. Ils ont déclaré que les éléments recueillis étaient jugés suffisants pour engager des poursuites judiciaires. Mais ils ont également précisé qu'il ne s'agissait pas de la fin de l'affaire. Les autorités n'ont pas exclu que d'éventuels complices ou tiers puissent émerger au fil de l'enquête. La quête de justice ne s'arrête pas aujourd'hui, ont-ils affirmé. Des mots qui ont résonné comme un avertissement. Les enquêteurs ont poursuivi leur vérification au sein de l'entourage proche de la famille, cherchant à identifier d'éventuelles personnes impliquées dans les meurtres ou dans la dissimulation des preuves. La communauté, déjà profondément bouleversée par la tragédie, devait désormais faire face à l'idée troublante d'un possible complot. À ce stade, aucun mobile évident n'a été officiellement avancé. Ce vide a rapidement été comblé par des rumeurs, des spéculations et des tensions au sein même de la famille. Alors que l'enquête s'étoffait et que le dossier contre Sarah se renforçait, une voix s'est élevée pour contester la version des autorités, celle de son père biologique, Daniel Patrick. Il s'est imposé comme l'un des plus fervents défenseurs de sa fille,
affirmant publiquement son innocence et mettant en cause les conclusions du shérif. Dans une interview, il est revenu sur l'interrogatoire de 4 heures que Sarah avait subi. Selon lui, malgré la pression exercée par les enquêteurs, rien n'indiquait qu'elle soit impliquée. Il n'avait perçu aucun signe de culpabilité. Daniel Patrick a également proposé une autre hypothèse. D'après lui, Sarah soupçonnait sa mère et son beau-père d'entretenir des liens avec des individus issus du milieu criminel. Il avance que le double meurtre pourrait être lié à une transaction illicite qui aurait mal tourné, impliquant la vente de substances interdites. Il m'est difficile de dire du mal d'eux, car des familles sont en deuil, a-t-il confié. Mais Sarah en savait plus que les autres. Et la seule chose qu'elle pouvait supposer, c'est que cela concernait des substances illicites. La version officielle et celle du père entraient en contradiction directe. Et l'opinion publique, profondément divisée, se scindait en 2 camps. Certains voyaient en Sarah une meurtrière froide et calculatrice, d'autres la considéraient comme une victime prise dans un engrenage qui la dépassait. Le père de Sarah affirmait notamment avoir observé des traces d'effraction sur la porte d'entrée. Pour lui, cela contredisait formellement la déclaration des enquêteurs selon laquelle aucune effraction n'avait été constatée, ce qui laissait penser que l'auteur du crime était connu des victimes. Selon Daniel Patrick, ces éléments révélaient de sérieuses lacunes dans le déroulement de l'enquête. Le grand-père de la jeune fille, Dennis Nolan, soutenait cette position sans réserve. Convaincu de l'innocence de sa petite-fille, il s'est dit bouleversé par son arrestation et a continué à entretenir une correspondance régulière avec elle depuis la prison. Dans ses lettres, Sarah affirmait n'avoir aucun lien avec les meurtres et demandait de l'aide. « Je n'ai vu aucune preuve établissant sa culpabilité. » Et le fait que la police affirme qu'elle est la seule responsable ne repose que sur des suppositions. Cela ne justifie pas une arrestation, a déclaré Dennis Nolan. Dans une interview empreinte d'émotion, il a confié que la perte de sa propre fille avait été une épreuve insurmontable, mais que l'idée de perdre également sa petite fille lui était, selon ses mots, 10 fois plus difficile à supporter. Il a toujours décrit Sarah comme une jeune fille respectueuse, équilibrée, sans antécédents psychiatriques ni comportement alarmant. Mais une question essentielle restait sans réponse. Qui était vraiment Sarah Grace Patrick ? Une victime des circonstances ? Une manipulatrice habile, tentant de dissimuler un crime ? Ou bien, comme l'affirment son père et son grand-père, une innocente broyée par des pressions extérieures et les erreurs d'une enquête trop hâtive ? L'histoire de Sarah Grace Patrick a largement circulé sur Internet. Sur de nombreux sites et plateformes, des milliers d'internautes débattent encore de son comportement, analysent ses paroles prononcées lors des funérailles et s'interrogent sur son état mental. Certains sont convaincus de sa culpabilité. Ils mettent en avant des publications jugées étranges, des messages interprétés comme manipulateurs et une attitude perçue comme froide et distante. D'autres, au contraire, la défendent, rappelant que le deuil, combiné à une pression sociale et médiatique intense, peut briser n'importe quel adolescent. Même au sein de sa propre famille, les avis restent divisés. Sa cousine Kristen se souvient que, quelques mois avant la tragédie, James Brock, le beau-père de Sarah, avait confié qu'il doutait de son comportement et qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Aujourd'hui, Sarah Grace Patrick reste en détention. La date de son procès n'a pas encore été fixée. Si elle est reconnue coupable, elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. L'arme du crime n'a toujours pas été retrouvée. Le mobile, lui, demeure incertain. Quant à sa demi-sœur de 6 ans, seule survivante de cette nuit tragique, elle vit désormais auprès de proches. Aux yeux de tous, elle reste la victime la plus innocente et la plus bouleversante de cette affaire. Cette histoire débute en Europe, plus précisément en Allemagne de l'Ouest. C'est là que, le 13 février 1977, naquit une petite fille dont le nom d'origine demeure inconnu à ce jour. À l'âge de 3 ans, elle fut adoptée par le couple américain Tommy et Sidney Thomas. Dès la fin des formalités, ils la prénommèrent Christina. Elle passa ses premières années dans le comté de Walker, en Alabama, aux côtés de ses parents adoptifs et de sa petite sœur. Avec le temps, tous ses proches et leurs nombreux amis la surnommèrent Tina, sobriquet qui devint finalement son prénom officiel. Les Thomas formaient alors une famille aimante et financièrement stable. Peu après l'adoption,
Ils s'installèrent à Birmingham, toujours en Alabama. L'enfance et l'adolescence de Tina furent sans doute semblables à celles de toute autre jeune fille de l'Alabama. Toutefois, elle se distingua par plusieurs particularités. D'abord, elle était une fervente adepte de l'Église baptiste du Sud, branche du protestantisme. Ensuite, elle reçut dans son enfance un diagnostic préoccupant. Une tachycardie paroxystique supraventriculaire provoquant palpitations, vertiges et essoufflements. Pendant de longues années, on la traita par divers médicaments, sans toutefois parvenir à stabiliser son état. Néanmoins, Tina parvint à mener une vie normale. Après avoir achevé ses études secondaires, elle s'inscrivit à l'université de l'Alabama à Birmingham, où elle obtint brillamment son diplôme. Quant à ses parents, ils poursuivirent leur recherche de solutions à son problème cardiaque et optèrent enfin pour une intervention mineure destinée à améliorer sa qualité de vie. Peu après l'opération, Tina se sentit beaucoup mieux et sa vie changea complètement. Quelques mois plus tard, sur le campus de l'université de l'Alabama, elle rencontra David Gabriel Watson, dit Gabe, fils de David et de Glenda Watson et, comme elle, né en 1977. Avant d'intégrer l'université, il avait été diplômé du lycée Herbert Hoover de Glendale. Ses amis et proches le décrivaient comme un jeune homme chaleureux, sociable et courtois. Tina, de son côté, participait volontiers à divers événements mondains, qu'ils fussent liés à ses études ou simplement festifs, et l'on pouvait souvent la voir lors des traditionnelles soirées universitaires. C'est lors de l'une d'elles qu'elle fit la connaissance de Gabe. Peu après, ils se mirent à se fréquenter et, en janvier 2001, annoncèrent officiellement leur fiançailles. À cette époque, Tina occupait déjà un poste de responsable dans une petite chaîne de grands magasins. Gabe, quant à lui, travaillait à temps partiel dans l'atelier d'emballage de son père tout en cultivant une véritable passion pour la plongée sous-marine. Grâce à des entraînements assidus, il devint un plongeur chevronné et obtint même le certificat de plongeur sauveteur. Tina, en revanche, n'était guère attirée par ce sport, mais par amour pour Gabe, elle l'accompagnait assez souvent afin de partager sa passion. Inquiets de ses antécédents cardiaques, ses parents durent être rassurés par les promesses de Gabe qui assurait contrôler chaque plongée. Au fil du temps, leur complicité ne fit que grandir. Ils semblaient heureux et se comprenaient à demi-mot. Malgré des emplois du temps et des centres d'intérêt différents, ils s'efforçaient de fêter ensemble toutes les occasions. Enfin, en avril 2003, le jour de Pâques, Gabe cacha une bague dans un œuf en chocolat et organisa une chasse au trésor. Lorsque Tina le découvrit, il la demanda en mariage et elle accepta sans hésiter. Bien vite, les futurs époux se mirent à organiser la cérémonie. Le choix du lieu, l'élaboration de la liste des invités, la création du scénario de cette journée inoubliable et la préparation de leur lune de miel. Plusieurs destinations séduisèrent le couple, mais Gabe l'emporta et ils décidèrent de partir en Australie pour plonger ensemble. Peu avant leur voyage, Tina obtint elle aussi son certificat de plongeur. À l'approche du mariage, un détail alerta Tommy, le père de Tina. Gabe avait pressé sa fille de modifier son assurance vie pour se désigner seul bénéficiaire. Malgré ses doutes, Tommy mit ses inquiétudes de côté et conseilla à Tina de se concentrer sur la cérémonie et la lune de miel, estimant qu'il aurait tout loisir d'examiner les contrats à leur retour. Le 11 octobre 2003, comme tout père aimant, Tommy accompagna sa fille jusqu'à l'hôtel. Quelques instants plus tard, Tina et Gabe s'échangèrent leurs vœux. « Je te promets de t'aimer pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Ils n'avaient alors que 26 ans. Quelques jours plus tard, les jeunes mariés préparèrent leur lune de miel et bouclèrent leurs valises. Pendant ce temps, Gabe sortait de temps à autre son appareil photo pour capturer Tina, qui semblait, comme toujours, rayonnante, sans se douter de ce qui les attendait. La première escale de leur voyage fut Sydney. Après y avoir séjourné une semaine, ils gagnèrent le Queensland, où les attendait l'objectif principal de leur périple, la Grande Barrière de Corail, au large du nord-est de l'Australie. Considéré comme le plus grand organisme vivant sur Terre, son écosystème s'étend sur près de 2500 km et comprend plusieurs milliers de récifs ainsi que des centaines d'îles. Il abrite une multitude de poissons, de mollusques et d'étoiles de mer, mais aussi des tortues, des dauphins et bien sûr, des requins. Bref, un site véritablement unique et fascinant. Tôt le matin du 22 octobre 2003, les jeunes mariés montèrent à bord d'un petit bateau à moteur nommé Spoilsport. Habituellement, ses propriétaires assurèrent le transport des plongeurs vers la Grande Barrière de Corail,
Mais ce jour-là, il proposait également une immersion sur l'épave du paquebot SS Yongala, construit en 1903 et coulé en 1911 au large des côtes du Queensland. Pendant qu'il se rendait sur le site, Gabe totalisait déjà 55 plongées à son actif, tandis que Tina n'en comptait que 5, toutes effectuées dans des conditions nettement plus sécurisées. Il ne faisait aucun doute que la plongée à venir représentait un défi pour eux deux, et plus particulièrement pour Tina. De plus, le courant était très fort ce jour-là, et les propriétaires du Spoilsport exigèrent qu'ils signent un document les dégageant de toute responsabilité en cas d'accident. Ce formulaire comportait une rubrique consacrée à l'état de santé et aux maladies chroniques susceptibles de compromettre la plongée. Tina choisit cependant de taire son problème cardiaque. Les raisons de cette décision restent obscures. Peut-être faisait-elle une confiance aveugle à Gabe ou ne voulait-elle pas compromettre leur projet, d'autant qu'il était un plongeur chevronné. Jusqu'à un certain point, tout se passa normalement à bord. Le couple s'émerveilla devant la beauté des paysages marins et la richesse de la faune environnante. Le moment de leur première plongée arriva rapidement. On apprit alors que, pour des raisons de sécurité, les jeunes mariés devaient être accompagnés d'un instructeur expérimenté. Gabe, quelque peu agacé, rappela qu'il était lui-même plongeur certifié et chevronné. L'équipage vérifia ses documents et constata qu'il totalisait un nombre de plongées impressionnant. Cette validation permit au couple de plonger en autonomie. L'instructeur ne parut pas surpris que Tina n'ait effectué que 5 plongées précédentes. Une fois dans l'eau, les époux échangèrent un regard complice, se prirent à la main et s'enfoncèrent dans les profondeurs. Cependant, quelques minutes plus tard, tout bascula. Gabe rencontra un problème avec son équipement et fit signe à Tina de remonter. C'est alors qu'ils découvrirent que son profondimètre était défectueux. Aux alentours de 10h30, après avoir ajusté leur équipement, les époux regagnèrent l'eau. Quelques instants plus tôt, Gabe avait fixé plusieurs sacs de lest supplémentaires à la ceinture de Tina, expliquant que cela faciliterait sa descente vers l'épave. Comme lors de leur précédente immersion, ils échangèrent un regard complice, se prirent à la main et plongèrent. Mais cette plongée devait bouleverser leur existence. À 15 mètres de profondeur, Tina leva le pouce pour signaler sa remontée. Il semble qu'à cet instant son équipement ait de nouveau cédé et qu'elle ait perdu connaissance. Tandis que Gabe s'efforçait de regagner la surface, sa femme sombrait toujours plus bas. De retour sur le Spoilsport, il raconta que le courant s'était révélé beaucoup plus violent qu'anticipé et qu'il avait vu la panique envahir le visage de Tina. Il lui tendit la main, mais elle le heurta accidentellement à la tête, arrachant son masque et son détendeur. Lorsqu'il remit enfin son propre équipement en place, Tina avait disparu de son champ de vision. Il tenta d'abord de la suivre, avant de devoir regagner la surface pour alerter l'équipage, ses douleurs auriculaires l'empêchant de plonger davantage. Wade Singleton, instructeur chevronné, plongea alors à son tour. D'après les informations disponibles, il atteignit plus de 30 mètres de profondeur et, environ 10 minutes plus tard, parvint à ramener Tina à la surface. Pendant quelques 40 minutes, l'équipage s'efforça de la réanimer, mais tous leurs efforts demeurèrent vains. Des plongeurs chevronnés, présents à proximité de la grande barrière de corail le jour du drame, relevèrent 2 éléments cruciaux. D'une part, Tina portait environ 20 kilos de lest supplémentaire, alors que 8 kilos eussent suffi pour une descente aisée. D'autre part, lors de sa remontée à la surface, tout son équipement était intact et sa bouteille d'air contenait encore un volume d'oxygène largement suffisant. Ces constatations soulevèrent inévitablement des interrogations. Fait d'autant plus étrange, plusieurs témoins affirmèrent avoir vu Gabe embrasser Tina sous l'eau pendant un instant, puis regagner brusquement la surface tandis qu'elle commençait à sombrer. L'un d'eux, voulant immortaliser la scène, photographia malgré lui Tina gisant face au ciel, au fond de l'océan. Cette image, particulièrement troublante, ne fut révélée que plusieurs semaines après sa disparition. Le soir même, la nouvelle du décès de Tina parvint à ses parents, mais ce ne fut pas Gabe qui les en informa. C'est son père, David, qui dut annoncer la tragédie. Le lendemain de l'accident, le professeur et médecin légiste David Williams procéda à la première autopsie du corps de la jeune femme. Il y décela des signes évidents d'embolie gazeuse et conclut que Tina était morte par noyade. Les coronaires, officiers chargés d'enquêter sur les décès dans les systèmes anglo-saxons, s'en tinrent d'abord à la thèse de l'accident. Toutefois, les déclarations invraisemblables et contradictoires de Gabe firent basculer l'enquête. D'abord coopératif, il témoignait volontiers,
puis quitta précipitamment l'Australie et refusa, sur convocation, de revenir, annonçant qu'il ne communiquerait désormais plus que par l'intermédiaire de ses avocats. Ce revirement s'explique peut-être par l'examen de son ordinateur de plongée, dont les enregistrements minutieux de profondeur, de consommation d'oxygène et d'autres paramètres furent scrutés avec attention. Quelque temps plus tard, les autorités australiennes présentèrent des preuves démontrant que le récit de Gabe contredisait les données de son ordinateur de plongée. Les coronaires exposèrent alors leur version des faits. Gabe aurait pu réduire l'apport en oxygène de Tina jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis le rétablir, laissant son corps sombrer avant de refaire surface pour appeler à l'aide. Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, des experts procédèrent à une reconstitution minutieuse des événements dans des conditions identiques, testant plusieurs scénarios possibles. Ils conclurent que la version la plus plausible était précisément celle qu'ils présentèrent. Parallèlement, Tommy Thomas, le père de Tina, refusant d'admettre la thèse de l'accident, lança une vaste campagne médiatique pour tenir Gabe pour responsable du drame. Pourtant, malgré les efforts de la famille et l'action des autorités australiennes, l'enquête n'avança guère au cours des 6 premières années. En mars 2005, Gabe intenta devant le tribunal du comté de Jefferson, en Alabama, une action en restitution des frais engagés pour le voyage annulé. Il demanda également que sa compagnie d'assurance lui verse près de 40 000 $ au titre du décès de son épouse, ainsi qu'une indemnisation couvrant ses frais médicaux, ses communications téléphoniques, ses déplacements et son préjudice moral. En mai 2008, il renonça toutefois à sa plainte, estimant qu'elle risquait de nuire à l'enquête en cours et suivant les conseils de ses avocats australiens, qui jugeaient ce procès inopportun. Le 19 juin 2008, Watson fut formellement inculpé du meurtre de Tina. L'acte d'accusation précisait que, le 22 octobre 2003, David Gabriel Watson avait délibérément privé sa femme d'oxygène et l'avait empêché de regagner la surface, provoquant ainsi sa mort. Ce n'est qu'en mai 2009, après avoir longtemps résisté à son extradition, que Gabe se rendit volontairement en Australie depuis les États-Unis pour comparaître devant le tribunal. Lors du procès, tenu le 5 juin de la même année, Watson ne reconnut pas sa culpabilité de meurtre avec préméditation, mais admit toutefois sa responsabilité pour homicide involontaire. En première instance, le juge le condamna à 1 an d'emprisonnement ferme et à 3 ans et demi de sursis. Pour la famille de Tina, et plus particulièrement pour son père, ce verdict fut ressenti comme une véritable insulte. Dans son courroux, Tommy qualifia le système judiciaire australien de pure fiction, affirmant que Gabe avait assassiné sa femme pour toucher l'assurance vie. Il jugeait pour le moins suspect que, quelques jours seulement avant le mariage, Watson ait persuadé Tina de modifier sa police d'assurance pour faire de lui le principal bénéficiaire. Après avoir fait une exception pour le père de la défunte, le juge expliqua les raisons de sa décision. D'abord, la culpabilité de Gabe n'avait pas été établie de manière irréfutable. Ensuite, le condamné était demeuré coopératif et était revenu volontairement en Australie pour se soumettre à la justice. Enfin, le magistrat estima que Watson avait sincèrement aimé sa femme et avait été profondément affecté par sa perte. Ces arguments suffirent-ils à apaiser le père de Tina ? Il est difficile de le dire, mais quoi qu'il en soit, sa fille ne reviendra pas. Quant à Gabe, bien qu'il eût reconnu sa responsabilité et bénéficié d'une peine clémente, il saisit l'occasion pour interjeter appel, ne souhaitant pas retourner en prison. Les coronaires firent de même, mais dans le but de requérir une sanction plus lourde. Ils estimèrent que la peine de David Gabriel Watson aurait dû être de 2 ans et demi de détention. Lors de l'audience du 18 septembre 2009, 2 des 3 juges de la cour d'appel approuvèrent cette requête, portant la peine à 18 mois d'emprisonnement ferme. En août 2010, on annonça que Gabe serait libéré de prison en Australie puis expulsé vers les États-Unis. De nouvelles charges liées à la même affaire devaient par ailleurs être déposées contre lui. Début novembre 2010, Watson fut effectivement libéré et transféré dans un centre de rétention pour immigrants. Toutefois, il apparut rapidement que son expulsion serait suspendue. Les autorités australiennes sollicitèrent du procureur général des États-Unis une garantie écrite qu'il ne risquait pas la peine de mort s'il était condamné pour meurtre. Conformément au droit international, l'Australie ne pouvait expulser un individu menacé d'exécution dans son pays d'origine. Cependant, fin novembre 2010, Watson fut finalement expulsé et arrêté dès son arrivée aux États-Unis. Les procureurs de l'État d'Alabama l'inculpèrent pour meurtre et enlèvement,
affirmant avoir recueilli des preuves selon lesquelles il aurait prémédité son crime et conduit sa victime en Australie sous le prétexte d'une lune de miel. À la mi-décembre 2010, Watson compara de nouveau devant le tribunal et demanda sa libération sous caution. La salle du tribunal du comté était comble. Amis et proches de Tina, ainsi que de nombreux journalistes australiens et américains s'y pressaient. Après une audience d'1 heure, le juge fixa la caution à $100 000, imposa à Watson un bracelet électronique, lui interdit de quitter l'Alabama et confisqua son passeport. La suite du procès ne se tint qu'en février 2012, lorsque le juge Tommy Neal acquitta David Gabriel Watson pour insuffisance de preuves, estimant que l'accusation ne disposait d'aucun élément concret attestant d'un mobile. À l'issue de l'audience, Tommy Thomas, le père de Tina, réaffirma sa certitude que Watson était responsable de la mort de sa fille, manifestant sa vive indignation. 3 ans seulement après cet acquittement, en novembre 2015, Tommy Thomas succomba à un cancer à l'âge de 60 ans, convaincu que justice n'avait pas été rendue. Cette affaire inspira écrivains et producteurs de cinéma du monde entier, tandis que la presse internationale multiplia les articles sur les circonstances étranges du décès de Tina. Cette affaire s'est déroulée aux États-Unis d'Amérique. Ada Quadros Fernandez est née le 13 septembre 1977 dans la grande ville côtière de Chimbote, située dans le département d'Ancash, au Pérou. Elle est l'aînée de Victor Quadros Reyes, vétérinaire de profession, et de son épouse, Luz Fernandez, enseignante. Dès son plus jeune âge, Ada s'est distinguée par son sérieux et ses excellents résultats scolaires, devenant un véritable modèle pour son entourage. Elle a maintes fois démontré l'étendue de ses connaissances et remporté les Olympiades de son établissement. Comme elle l'a raconté bien des années plus tard, elle aimait, durant son enfance, passer du temps avec ses jeunes sœurs à la ferme de ses grands-parents, en contact étroit avec la nature et les animaux. Cette période, empreinte de liberté et de joie simple, fut sans doute la plus insouciante de sa vie. Bien que la famille d'Ada ne fût pas considérée comme pauvre selon les critères locaux, les ressources financières restaient limitées et l'argent manquait souvent. C'est pourquoi, à l'adolescence, la jeune fille chercha divers moyens de soutenir ses parents. Avec l'une de ses sœurs et une amie, elle forma un petit groupe qui gagnait un peu d'argent en divertissant les enfants lors de différents événements. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention, Ada intégra l'université pour y suivre des études de droit. Cependant, à son grand regret, elle fut contrainte d'interrompre sa formation, faute de moyens financiers, et dut renoncer à son rêve de poursuivre un enseignement supérieur. Malgré les difficultés, la jeune fille nourrissait une profonde volonté de changer de vie, de réussir et de venir en aide à sa famille. Animée par cet espoir, elle décida de tenter sa chance en postulant à la loterie annuelle organisée par les autorités des États-Unis d'Amérique, permettant à un certain nombre de candidats d'obtenir un visa par tirage au sort. Comme de nombreux jeunes péruviens, et plus largement, beaucoup de jeunes originaires d'Amérique latine, Ada voyait les États-Unis comme une terre d'opportunités, un pays où elle pourrait améliorer ses conditions de vie. Résolue à partir, elle aspirait à trouver un emploi stable, un revenu digne et un avenir meilleur pour elle-même et pour ses proches. Ses parents, ainsi que ses frères et sœurs, partagèrent sa joie et son enthousiasme. Ils vendirent certains de leurs biens et firent tout leur possible pour réunir les fonds nécessaires à son départ. La destination d'Ada était l'État du Texas, où plusieurs membres de sa famille s'étaient déjà installés depuis longtemps. C'est chez eux qu'elle allait être hébergée à son arrivée, pour la première fois sur le sol américain. Au début de l'année 2004, Ada effectua enfin le déménagement tant espéré. Comme beaucoup de jeunes dans une situation comparable, elle débuta sa vie professionnelle aux États-Unis dans le secteur des services. Après un certain temps, elle changea d'emploi et obtint un poste au sein d'une entreprise spécialisée dans le placement de nourrices. C'est dans ce contexte qu'en exerçant cette nouvelle activité, Ada fit la connaissance de la famille Lazarzik, une famille aisée. Celle-ci était composée de Michael, que tout le monde appelait Mike, de son épouse Renée, de leur fille aînée Alicia, ainsi que de jeunes jumeaux prénommés Ryan et Kyle. Mike et Renée étaient originaires du comté de Collin, dans l'État du Texas, et, à l'époque des faits, ils résidaient dans la ville de McKinney. Peu après leur mariage, Renée tomba enceinte de leur première fille, Alicia.
Environ 4 mois après la naissance de cette dernière, elle découvrit qu'elle attendait de nouveau un enfant. Cette fois-ci, il s'agissait de jumeaux, Ryan et Kyle. La famille Lazarchik recherchait une nourrice attentionnée en qui elle pourrait avoir une confiance totale pour s'occuper des jumeaux lorsque René reprendrait son travail. Alicia, quant à elle, était déjà bien intégrée à la garderie qu'elle fréquentait quotidiennement où elle s'était fait de nouveaux amis. Les parents décidèrent donc qu'elle continuerait à y aller, tandis que les jumeaux resteraient à la maison sous la garde de la nourrice. Mike et René reçurent plusieurs candidats en entretien. L'un d'eux était Ada. Elle leur parut la plus apte à remplir la mission qu'ils souhaitaient confier. Assez jeune sans être adolescente, elle avait environ 27 ans. Elle dégageait une impression de bonne santé, semblait physiquement robuste, polie et surtout dotée d'un caractère doux et équilibré. René proposa alors à Ada de commencer immédiatement afin qu'elle puisse passer quelques semaines ensemble. Elle voulait lui expliquer le fonctionnement de la maison, l'emplacement des objets et les attentes précises concernant la garde des enfants. René comptait également lui transmettre les connaissances qu'elle avait acquises lors de ses cours de préparation à l'accouchement et de soins aux jumeaux. Cela lui permettrait aussi d'observer directement la manière dont Ada s'occupait des 2 bébés, âgés d'un peu plus d'1 an. Ada, de son côté, posa quelques conditions. Elle précisa notamment qu'elle ne pourrait pas travailler plus de 18 mois auprès de la famille. Au départ, sa présence n'était prévue que durant la journée, mais, avec le temps, les parents des jumeaux lui demandèrent de passer la nuit sur place. Ada accepta sans hésitation. À partir de ce moment-là, elle ne quittait la maison que le week-end, qu'elle passait chez ses proches. Les jours s'écoulaient sans qu'elle s'en rende compte. Mike et René étaient pleinement satisfaits de son travail. Ils avaient appris à l'estimer et lui faisaient confiance comme à un membre de leur propre famille. Des photos d'Ada figuraient même parmi celles affichées dans la maison. Mais avec le temps, les choses commencèrent à changer. Environ 1 an plus tard, au cours de l'été 2005, Ada informa ses employeurs que son oncle et sa tante s'apprêtaient à retourner au Pérou avant de s'envoler ensuite pour l'Allemagne. Il était évident, d'après le contexte, que la jeune femme avait l'intention de les accompagner. Tout semblait déjà organisé de son côté. Elle avait même acheté un billet d'avion pour le 29 octobre de la même année. La famille Lazarchik prit cette nouvelle très mal. Avant tout parce qu'un tel départ aurait constitué, à leurs yeux, une rupture de l'engagement initial. Toutefois, après la surprise et la déception, ils finirent par comprendre la situation. Ils demandèrent alors à Ada de rester jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une remplaçante et lui demandèrent également de participer aux recherches. Ada accepta cette proposition. Néanmoins, à partir de ce moment-là, elle ne dormit plus dans la maison familiale. Chaque soir, elle rentrait chez ses parents et ne revenait qu'au petit matin. En raison du changement de situation et de la date imminente du départ d'Ada, les parents des jumeaux convoquèrent plusieurs nouvelles candidates à des entretiens en vue de lui trouver une remplaçante. Le 12 octobre, en journée, René téléphona à Ada pour lui demander de venir préparer des macaronis au fromage pour les enfants. La jeune femme répondit favorablement à cette demande et leur donna à manger, comme elle en avait l'habitude. Plus tard, lorsque René rentra à la maison, elle passa plus d'1 heure avec les enfants avant leur coucher. Tout semblait se dérouler comme d'ordinaire. Cependant, à 5 heures du matin, le jeudi 13 octobre, le petit Kyle se réveilla en pleurant. Cela était très inhabituel, car les jumeaux dormaient généralement bien et ne se réveillaient jamais d'eux-mêmes aussitôt. Il fallait toujours les réveiller. René finit par se lever et se rendit dans la chambre des enfants. Elle prit Kyle dans ses bras et le calma doucement jusqu'à ce qu'il se rendorme. 2 heures plus tard, le père des garçons entra dans leur chambre, les réveilla, les embrassa, puis les confia à la nourrice venue prendre son service ce matin-là. La fois suivante où René se réveilla, il était déjà plus de 9 heures. Elle passa un moment avec les jumeaux, changea la couche de Ryan, leur dit au revoir, puis quitta la maison pour se rendre au travail, comme à son habitude. Les enfants allèrent bien, rien ne paraissait anormal, si ce n'est le réveil matinal inhabituel de Kyle. Mais vers 13 heures, la situation bascula brusquement. Ada, visiblement très agitée, appela les services d'urgence. La jeune femme déclara qu'un des enfants dont elle avait la charge était tombé malade. Selon ses dires, il avait cessé de respirer normalement et était devenu bleu. Le régulateur des urgences lui demanda alors d'appeler une ambulance à l'adresse indiquée et de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire sur l'enfant. Ada suivit scrupuleusement les instructions
jusqu'à ce qu'elle entende la sirène d'un véhicule de secours approcher. Quelques instants plus tard, les ambulanciers pénétrèrent dans la maison et prirent en charge le petit Kyle. Dans le même temps, les membres de l'équipe médicale tentèrent de recueillir des informations auprès de la nourrice. En larmes, elle expliqua qu'après le déjeuner, elle avait porté Ryan jusqu'à son lit, puis qu'elle était retournée chercher son frère pour le coucher à son tour. Lorsqu'elle revint dans la pièce, Kyle était en train de vomir violemment et avait cessé de respirer. Pendant que les ambulanciers continuaient à prendre en charge le bébé, Ada téléphona à Renée et lui raconta ce qui s'était passé, du mieux qu'elle put. Toutefois, elle présenta à la mère des jumeaux une version légèrement différente des faits. La jeune femme expliqua qu'après avoir fait manger les enfants, elle avait sorti Kyle de sa chaise haute et, comme à son habitude, l'avait laissé au sol dans la salle de jeu avant de se rendre auprès de son frère. Mais lorsqu'elle revint dans la pièce, Kyle était déjà en train de vomir. Toujours selon Ada, elle se précipita alors dans la cuisine pour chercher un récipient afin de recueillir les vomissures. À son retour, le petit garçon était étendu au sol, inerte et glacé. Elle l'aurait aussitôt soulevé, porté jusqu'à l'évier, puis tenté d'appliquer le geste que Renée lui avait enseigné au cas où l'un des jumeaux cesserait de respirer. Mais cela non plus n'eut d'effet. Pendant ce temps, les ambulanciers, après avoir prodigué les premiers soins au bébé, le transportèrent immédiatement à l'hôpital le plus proche. Lorsque Renée rentra chez elle, l'ambulance qui emmenait son fils était déjà partie, mais des policiers se trouvaient encore sur place, comme c'est souvent le cas lorsqu'ils accompagnent les services d'urgence dans ce type de situation. Renée prit alors Ryan dans ses bras et demanda à Ada de les accompagner à l'hôpital. Les policiers les suivirent dans un autre véhicule. En chemin, Renée appela son mari, qui se trouvait déjà aux urgences. Après un premier examen, les médecins décidèrent de transférer Kyle par hélicoptère, en compagnie de ses parents, vers un hôpital pour enfants situé à Dallas. Avant leur départ, Renée confia Ryan à Ada et lui demanda de rentrer chez elle. Dans le même temps, elle constata que la jeune femme était en état de grande nervosité et estima qu'elle n'était probablement pas en mesure d'apporter à l'enfant l'attention dont il avait besoin. Renée appela alors une amie proche et lui demanda de se rendre à leur domicile afin de soutenir Ada. Peu après, Janet, l'amie de Renée, arriva au domicile des Lazarchik. Ada lui ouvrit la porte et l'invita à entrer. La femme, venue pour lui prêter main forte, demanda à la jeune fille de lui expliquer ce qui s'était passé. Ada lui raconta exactement la même version que celle qu'elle avait donnée un peu plus tôt à la mère de Kyle. Puis, après une brève pause dans son récit, Ada déclara en pleurant qu'elle aimait les jumeaux de tout son cœur et qu'elle ne leur ferait jamais de mal. Janet tenta de la réconforter, car tout, dans l'attitude de la jeune femme, laissait penser qu'elle était profondément bouleversée par les événements. Pendant ce temps, à l'hôpital pour enfants de Dallas, les époux Lazarchik reçurent de très mauvaises nouvelles concernant l'état de santé de leur fils. Le médecin en charge de Kyle expliqua que l'enfant souffrait de blessures particulièrement graves à la tête, ainsi que de lésions au bras et à l'épaule gauche. Un peu plus tard, un neurochirurgien vint à la rencontre des parents, visiblement sous le choc. Le spécialiste leur annonça que le cerveau du petit garçon était soumis à une pression intracrânienne extrême, rendant ses chances de survie extrêmement faibles. Selon lui, l'état de l'enfant était comparable à celui d'une victime d'un grave accident de la route ou d'une chute depuis le 6e étage d'un immeuble. En d'autres termes, tout semblait indiquer que Kyle avait été victime de maltraitance, ou plus précisément, d'un acte de violence physique infligé par un adulte. Les parents de Kyle furent profondément bouleversés par ce qu'ils apprirent. Jamais ils n'auraient imaginé qu'un tel drame fût possible. Leur première pensée fut que la nourrice avait peut-être trébuché en tenant l'enfant dans ses bras, ou qu'elle l'avait accidentellement laissé tomber, puis, submergée par la peur ou la honte, avait choisi de se taire. Cependant, les médecins expliquèrent clairement la nature des blessures subies par Kyle ainsi que la violence avec laquelle elles avaient été infligées. À la lumière de ces éléments, l'hypothèse d'un accident perdit rapidement toute crédibilité. Renée finit par appeler Janet et lui demanda de faire sortir l'autre jumeau de la maison sans délai, ce qu'elle fit aussitôt. Elle retourna ensuite sur les lieux où se trouvait encore la nourrice. Ada était assise en silence près de la fenêtre et semblait parfaitement calme. Mais quelques instants plus tard, lorsqu'une voiture de police passa devant la maison, la jeune femme perdit tout contrôle. Elle s'effondra au sol en pleurs et se mit à répéter, de manière quasi incohérente, qu'elle n'avait jamais fait de mal à Kyle.
La voiture de police se dirigeait effectivement vers le domicile de la famille Lazarchik. Des inspecteurs étaient dépêchés sur place afin d'interroger Ada, la personne ayant contacté les services d'urgence. Elle était également la seule adulte présente dans la maison au moment des faits. En entrant dans les lieux, les agents constatèrent que la jeune femme était très agitée et manifestement en état de détresse émotionnelle. Janet tenta de la réconforter, mais sans grand succès. Les enquêteurs attendirent qu'elle retrouve un minimum de calme avant de commencer leur interrogatoire, dans le but de recueillir le plus d'informations possible sur les circonstances de l'incident. Une fois partiellement remise, Ada expliqua qu'elle avait sorti Kyle de sa chaise haute, qu'elle l'avait déposé sur le sol de la salle de jeu, puis qu'elle lui avait donné de légères tapes dans le dos pour l'aider à évacuer ses gaz. L'enfant, selon elle, s'était alors mise à vomir. Toujours d'après ses déclarations, elle serait allée chercher un récipient dans la cuisine afin de recueillir les vomissures, précisant que René n'aimait pas que des taches salissent le sol. Après un bref nettoyage, elle aurait remarqué que Kyle était devenu bleu et qu'il avait commencé à convulser. Elle déclara alors l'avoir immédiatement porté dans le salon, avoir composé le numéro des secours, puis avoir suivi scrupuleusement les instructions données par le régulateur d'urgence. Pendant qu'un agent interrogeait la nourrice, son collègue contacta l'hôpital afin de s'enquérir de l'état de santé du jeune patient. Après avoir reçu une description détaillée des blessures subies par l'enfant, le policier se tourna vers son coéquipier et lui fit remarquer que le récit d'Ada ne permettait en rien d'expliquer des lésions d'une telle gravité. Face à cette observation, la jeune femme déclara d'abord que Kyle avait peut-être heurté sa tête pendant qu'elle s'était absentée de la pièce. Toutefois, les policiers constatèrent que le sol de la chambre était recouvert d'un tapis épais, ce qui rendait cette version peu plausible à leurs yeux. Cherchant une autre explication logique, Ada affirma ensuite que l'enfant avait pu se cogner la tête contre le cadre de la porte alors qu'elle le transportait d'une pièce à l'autre. À la demande des agents, elle montra comment, selon elle, le choc avait pu se produire. Les policiers examinèrent aussitôt le cadre en question, et plus précisément l'endroit supposé de l'impact, mais ils n'y relevèrent aucune trace de dommage. Malgré cela, Ada maintint cette version, insistant sur la violence du choc, en précisant qu'elle courait pratiquement avec l'enfant dans les bras. Pourtant, 1 minute plus tard, elle hésita, puis se contredit. Il n'y aurait finalement pas eu de choc du tout. Elle affirma qu'elle avait toujours pris soin des enfants, qu'elle ne les avait jamais secoués et qu'elle n'avait jamais levé la main sur l'un ou l'autre des jumeaux. En conséquence, la police constata qu'Ada ne cessait de modifier sa version des faits. Les agents tentèrent de la raisonner et l'exhortèrent à dire la vérité, soulignant que ces informations pouvaient potentiellement sauver la vie d'un petit garçon. Mais, à leur grande déception, la jeune femme ne fournit aucune explication supplémentaire. À l'issue de l'interrogatoire, les policiers transmirent leurs observations à leur hiérarchie, puis placèrent Ada en garde à vue dans le cadre de la procédure en cours. Au même moment, d'autres agents arrivèrent au domicile de la famille Lazarchik et commencèrent immédiatement l'examen de la scène. Une fois leur travail terminé, Janet, qui se trouvait toujours sur place pour veiller sur la maison des propriétaires, entreprit de nettoyer. Alors qu'elle faisait le ménage, elle remarqua qu'un morceau de ruban adhésif dépassait de la porte d'un placard situé sous l'îlot de cuisine. En ouvrant cette porte, elle constata qu'elle était cassée et ne tenait que grâce au ruban. En tentant de la refermer, celle-ci s'effondra aussitôt. Cet état du mobilier lui parut étrange. Elle savait que René et Mike faisaient toujours preuve de la plus grande vigilance lorsqu'il s'agissait d'objets endommagés. En règle générale, ils les remplaçaient immédiatement afin d'éviter tout risque pour leurs enfants. Guidée par une intuition, Janet signala la porte défectueuse aux policiers. Peu après, ceux-ci examinèrent soigneusement le placard, puis interrogèrent les parents sur son état. René et Mike déclarèrent tous deux qu'à leur dernière utilisation, la porte était intacte et n'avait jamais été réparée à l'aide de rubans adhésifs. À l'approche du vendredi 14 octobre, les derniers espoirs de guérison des parents de Kyle furent définitivement anéantis. Les médecins chargés de son suivi annoncèrent que le jeune garçon était en état de mort cérébrale. Submergés par une douleur indescriptible, les parents prirent alors la décision déchirante d'autoriser l'arrêt des machines qui maintenaient encore leur fils en vie. Peu après, l'enfant s'éteignit. 3 jours plus tard, le 17 octobre, les enquêteurs procédèrent à un nouvel interrogatoire d'Ada, toujours détenue dans un centre de rétention après avoir été mise en examen pour avoir volontairement porté atteinte à l'intégrité physique d'un mineur. Cette fois,
La nourrice déclara que la veille de l'incident, elle avait préparé des macaronis au fromage pour les jumeaux, à la demande de René. Selon ses dires, Kyle était assis sur le plan de travail de la cuisine pendant le repas lorsqu'il serait soudainement tombé au sol, se cognant la tête contre le carrelage. Ada affirma avoir alors relevé l'enfant avec précaution pour vérifier s'il était blessé. Selon elle, seule une rougeur au niveau de l'oreille droite avait attiré son attention. Elle expliqua avoir appliqué une compresse froide sur la zone concernée avant de lui administrer un analgésique. Lorsque les enquêteurs demandèrent à la jeune femme pourquoi elle n'avait pas parlé plus tôt de cet incident aux autres policiers, elle répondit qu'elle pensait tout simplement qu'ils ne la croiraient pas. Ada précisa également qu'elle n'en avait rien dit à la mère de l'enfant, car cette dernière souffrait de maux de tête en rentrant du travail. Selon la nourrice, Renée était sujette à des migraines fréquentes et lui demandait régulièrement de tamiser la lumière et de faire en sorte que la maison reste calme. Peu de temps après, Ada comparut devant le tribunal. Le juge ordonna son placement en détention provisoire dans le cadre d'une inculpation pour meurtre aggravé. Le montant de la caution fut fixé à 750 000 $. Ni la jeune femme ni les membres de sa famille ne disposaient des ressources nécessaires pour s'acquitter d'une telle somme. Elle fut donc contrainte de rester en détention jusqu'à la tenue de l'audience finale. Par ailleurs, selon le procureur général, compte tenu des circonstances aggravantes, Ada risquait d'être condamnée à la peine de mort. En complément des éléments déjà exposés, le témoignage de plusieurs experts convoqués dans le cadre de l'enquête, et notamment celui du spécialiste ayant directement pris en charge l'état de santé de Kyle, s'est avéré déterminant. Le docteur Matthew Cox, qui examina l'enfant à l'hôpital pour enfants de Dallas, déclara que le petit garçon était déjà inconscient lorsqu'il fut admis dans son service. Il décrivit ensuite de nombreuses lésions situées sur les côtés droit et gauche de la tête, ainsi que des ecchymoses sur les 2 bras. En outre, il observa 2 petites hémorragies ayant formé des ecchymoses au niveau de la tempe droite, ce qui, selon lui, suggérait que l'enfant avait reçu 3 coups distincts, portés avec des degrés de force différents. Le médecin signala également la présence d'hémorragies cérébrales et rétiniennes, notamment à l'œil droit. Le tissu cérébral était nettement enflé, et la pression intracrânienne atteignait 90 mm de mercure, alors que la norme se situe autour de 20. Sur la base de ces constatations, le Dr Cox conclut que l'enfant avait été victime d'un traumatisme crânien majeur. L'ensemble des lésions relevées correspondaient à des coups violents assénés avec un objet contondant. Selon lui, les blessures décrites étaient compatibles avec des impacts intentionnels provoqués par un objet dur, tel qu'une porte de placard de cuisine brutalement refermée sur la tête de l'enfant. Enfin, l'expert précisa que de telles blessures ne pouvaient en aucun cas être compatibles avec une simple chute d'un plan de travail ou un choc accidentel contre un encadrement de porte. Un autre témoignage essentiel fut apporté par Kerry Quist, expert à l'Institut médico-légal de Dallas. Celui-ci avait préalablement mesuré l'écartement entre les points de fixation de la porte endommagée d'un placard de cuisine et constaté qu'il correspondait précisément à la distance séparant les blessures observées sur le crâne de Kyle. Le même spécialiste analysa également le ruban adhésif ayant servi à réparer de manière improvisée ladite porte. 2 traces d'ADN distinctes y furent relevées. L'une, nettement identifiable, appartenait à Ada. L'autre, beaucoup plus légère, n'a pu être formellement attribuée. Toutefois, les enquêteurs supposèrent qu'elle pourrait provenir de l'enfant. Après ces expertises, Mike, le père de Kyle, fut invité à témoigner à son tour. Il déclara qu'au soir du 12 octobre, son fils était en parfaite santé, et que le matin du 13 octobre, il ne présentait aucune ecchymose ou trace visible de blessure à la tête. L'homme précisa qu'il avait lui-même préparé le petit déjeuner ce jour-là, ouvrant et refermant plusieurs placards pour y prendre ustensiles et aliments. Selon ses dires, toutes les portes, y compris celles qui se révéleraient plus tard endommagées, étaient alors parfaitement fonctionnelles. Il affirma que ce matin-là, toute la famille avait pris le petit déjeuner ensemble, et que les enfants semblaient éveillés, dynamiques et en bonne santé. Au regard de l'ensemble des éléments réunis, il apparaît clairement que les événements ayant conduit à la mort de Kyle se sont produits à un moment où aucun autre adulte que la nourrice n'était présent dans la maison. Pendant ce temps, les 12 membres du jury s'étaient retirés de la salle d'audience afin de délibérer sur le verdict de l'affaire. Profitant de cette pause, les parents de Kyle présentèrent des photographies et des vidéos de leur fils défunt. Ils retracèrent ensuite les grandes étapes de sa courte vie, depuis sa naissance jusqu'à son dernier souffle. La quasi-totalité des personnes présentes dans la salle furent gagnées par l'émotion et versèrent des larmes.
Quelques heures plus tard, le jury fit son retour et l'audience reprit. Ada Quadros Fernandez fut reconnue coupable de meurtre avec préméditation sur mineur et condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À l'annonce du verdict, la mère d'Ada, venue spécialement du Pérou pour assister au procès, s'écria à sa fille qu'elle la ferait sortir de prison, quoi qu'il en coûte. À partir de ce moment, les parents de la condamnée entamèrent une campagne visant à contester la décision. Ils affirmèrent que le verdict ne reposait pas sur des éléments de preuve solides, mais qu'il s'agissait, selon eux, d'un acte de discrimination raciale. Ils soutinrent également que les avocats commis d'office n'avaient pas assuré une défense suffisamment rigoureuse. Par conséquent, les proches de la jeune femme condamnée prirent la décision de faire appel à des avocats chevronnés, capables de défendre au mieux les intérêts de leur fille et d'interjeter appel. Toutefois, engager de tels professionnels supposait des ressources financières considérables. Bien que la famille d'Ada ne disposât pas de cette somme, elle refusa de se laisser décourager. Au cours des mois suivants, ses membres sollicitèrent toute forme d'aide possible, tant auprès des autorités péruviennes que de la communauté latino-américaine. Ils déployèrent tous les efforts nécessaires pour réunir les fonds requis. Pendant ce temps, Ada elle-même, incarcérée dans une prison de haute sécurité, manquait toutes les occasions de faire entendre sa voix et de clamer son innocence auprès du public. Finalement, la persévérance et la mobilisation conjointe de la jeune femme et de ses parents finirent par porter leurs fruits. 3 ans plus tard, en l'an 2000, les représentants légaux d'Ada et de sa famille déposèrent un mémoire auprès de la Cour d'appel du district du Texas. Ce document concis présentait plusieurs arguments mettant en évidence des erreurs précises commises par le tribunal de première instance. Après lecture du mémoire, la Cour d'appel rejeta 3 des 5 moyens invoqués, mais reconnut le bien fondé des 2 autres. Cela suffit pour que les autorités décident d'annuler le jugement initial ainsi que le procès en raison de plusieurs irrégularités de procédure. À la suite de cette décision, la famille d'Ada entreprit à nouveau de réunir les fonds nécessaires à l'organisation d'un nouveau procès. Dans le cadre de cette campagne, elle alla jusqu'à solliciter le soutien du président du Pérou. Au milieu des démarches administratives et des préparatifs indispensables à la reprise complète du processus judiciaire, 3 nouvelles années s'écoulèrent. Le 10 juillet de l'année 2012, le processus de sélection des 12 jurés débuta. Ces personnes furent choisies par le système judiciaire parmi plus d'une centaine de candidats potentiels. Avec le soutien de son avocat, Ada continua de clamer son innocence. Toutefois, elle ne nia pas toute forme de responsabilité dans les faits. La défense fit valoir que, le 12 octobre, l'enfant était tombé de la table de la cuisine et s'était blessé à la tête. Selon la même version, la blessure aurait été aggravée le lendemain, lorsqu'Ada, courant d'une pièce à l'autre avec le garçon dans les bras, aurait accidentellement heurté sa tête contre le montant latéral de l'encadrement d'une porte. Cette fois, la défense de l'accusé étaya ses arguments à l'aide du témoignage d'un expert médico-légal invité, fort de 40 années d'expérience. Ce spécialiste confirma intégralement la version présentée par la défense. Il précisa notamment que certaines des lésions constatées sur Kyle auraient pu être survenues à l'hôpital, au moment de la pose d'un cathéter destiné à évaluer l'œdème cérébral. Cependant, ces déclarations furent vivement contestées par l'accusation. Par ailleurs, la défense fit également appel au témoignage d'un employé de l'entreprise ayant fabriqué les armoires de cuisine installées dans la maison des Lazarchik. Ce témoin présenta à la cour plusieurs hypothèses concernant les circonstances possibles de la détérioration de la porte de l'armoire. Toutefois, il n'exclut pas non plus que les faits aient pu se dérouler conformément à la version avancée par l'accusation. En fin de compte, les avocats de la défense soutinrent qu'il n'existait aucune preuve matérielle suffisamment solide pour justifier la condamnation d'Ada. Toutefois, l'accusation maintint fermement sa position, en mettant l'accent sur les conclusions des rapports médicaux, ainsi que sur les nombreuses contradictions relevées dans les déclarations successives de la jeune femme. Le moment le plus bouleversant du procès fut sans doute le témoignage déchirant du père de l'enfant décédé, qui raconta en détail les 2 derniers jours de la vie de son fils. Il tenta d'abord de décrire à la cour ce que représentait le fait de voir son enfant relié à d'innombrables tubes et appareils médicaux, maintenant artificiellement sa survie. Il évoqua ensuite le moment où tout espoir s'éteignit, avant de relater comment l'enfant fut débranché du respirateur artificiel et s'éteignit dans ses bras. À la fin du procès, la décision concernant le verdict reposait une fois de plus entre les mains des 12 membres du jury. Ils délibérèrent pendant 5 heures
et demandèrent même à réécouter l'enregistrement de l'appel passé par la nourrice au service d'urgence. Finalement, ils déclarèrent une nouvelle fois Ada Quadros Fernandez, âgée de 33 ans à l'époque, coupable d'homicide volontaire sur un enfant. L'accusé fut donc à nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les parents d'Ada refusent toujours de croire à son implication dans la mort de l'enfant. Ils affirment qu'un tel verdict constitue un acte de discrimination raciale et restent déterminés à introduire un nouvel appel. De retour en détention, Ada intégra l'équipe de volley-ball du centre pénitentiaire. Elle apprit également le braille et remporta un concours de dessin grâce à une représentation de la Vierge Marie qu'elle décida ensuite de mettre aux enchères. En octobre 2007, les parents de Kyle engagèrent une action civile contre l'agence ayant recommandé Ada comme candidate au poste de nourrice.